INA Podcast. Bonjour, c'est Théophile Cossa de l'INA. Bienvenue dans le temps de l'actu, votre podcast pour comprendre le présent. Ça triche, mais grave. Hein. Ils mettent les portables dans les trousses et ils s'envoient des SMS et les réponses. Et comme ils sont en vibreur, les profs ils voient rien. C'était en 2002. À l'époque, vous étiez peut-être, comme moi, au collège, et donc ça doit vous parler. Souvenez-vous, il y a plus de 20 ans, oui, les portables étaient déjà omniprésents dans les salles de classe. 20 ans que l'on essaye de les interdire, ces portables, que des mesures sont prises, que des lois sont votées, mais que les téléphones, eux, sont toujours dans les poches des élèves. Et si c'était bientôt fini, vraiment fini ? Depuis septembre 2024, le sujet est de nouveau sur le tapis. Cette fois, le gouvernement expérimente une pause numérique totale dans 200 collèges. En gros, les portables des élèves ne peuvent plus rentrer dans les établissements. Ils doivent rester à l'entrée dans des casiers prévus à cet effet. Et si ça fait autant de bruit, c'est parce qu'il est question de généraliser le dispositif dès 2025. Alors, bonne ou mauvaise idée, faut-il définitivement bannir les portables à l'école ? On décrypte ensemble les origines et les clés du sujet, comme chaque semaine, avec notre invité. Et vous allez voir, il connaît bien le dossier. Bonjour, Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Merci d'être dans le temps de l'actu. Vous avez été bien sûr ministre de l'Éducation nationale durant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Vous avez porté la réforme de 2018 relatif à l'interdiction des portables à l'école. Vous êtes désormais prof à Assas. Le portable est bien coupé, vous l'avez laissé à l'entrée. Oui, de toute façon, ça ne capte pas là où nous sommes. Donc... C'est vrai. Bravo. Allez, comme chaque semaine, on commence par un récit en archive et je vous retrouve tout de suite après. Le temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Vous aviez oublié, eh oui, moi aussi, mais oui, le portable arrive dans les classes dès la fin des années 90, comme dans cette école des Alpes-Maritimes. Écoutez, on est en 2000. Dans cet établissement scolaire d'Antibes, le portable a fait une entrée en force. Aujourd'hui, un collégien sur 2 possède un téléphone mobile. La tendance est au mini-message, moins cher et plus informatif. C'est une mode un peu qu'il y a maintenant à l'école. Bientôt ce sera fini, quoi. Ce sera une autre mode. Bientôt ce sera fini ? Ouais, pas sûr. Évidemment, le portable va proliférer à vitesse grand V. Alors devant l'ampleur du phénomène, les établissements contre-attaquent et prennent des mesures dans leur règlement intérieur, à défaut à l'époque de réglementation nationale. Comme au collège Victor Hugo de Besançon, on est en 2002. 60 à 70% des élèves possèdent un téléphone portable. Mais dans la cour de récréation, règlement oblige, les appareils sont bien dissimulés. Si le portable en fait il sonne en cours, les profs ils le confisquent puisqu'on ne va pas décrocher puis parler en cours. Lors de la récréation, l'usage du portable est donc interdit. Un règlement intérieur assez strict, mais qui a réglé bien des problèmes depuis sa mise en place il y a 3 ans. En fait, il faut attendre 2006 pour que le débat arrive devant le Parlement. Les enfants qui ont un portable sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. À l'époque, en France, déjà un quart des 10-13 ans possèdent un mobile. Certains députés montent au créneau. Ils veulent interdire les portables à l'école et ils ont un argument de poids. Les derniers travaux de l'Agence française de la sécurité sanitaire environnementale demandent, au nom du principe de précaution en matière sanitaire, qu'on limite l'exposition des enfants au téléphone portable. Vous avez peut-être reconnu Nathalie Kosciusko-Morizet. Le portable nuit à la concentration, mais il serait aussi nocif pour la santé. Oui, à cause des ondes. Aucune étude à l'époque ne le prouve. Qu'importe, le sujet est pris très au sérieux. Et puis, il y a des phénomènes nouveaux qui apparaissent aussi. Bah oui, en 2006, les portables ont tous des appareils photo. Ils sont capables de filmer et les jeunes n'utilisent pas toujours ces nouvelles fonctionnalités à bon escient. Comme dans ce collège de l'Essonne, écoutez. Par exemple, quand il y a une baston, c'est les gens qui viennent avec leur caméra et filment, forcément. Je pense aussi que c'est une fierté après d'avoir sa vidéo où on s'est tapé, quoi. Raison de plus pour les interdire, avancent certains députés. Nouveau saut dans le temps, on est en 2009, 70% des 12-18 ans ont désormais un portable. Cette année-là, le Sénat franchit le pas. Il se prononce pour l'interdiction des téléphones dans les écoles et collèges en application du principe de précaution pour la santé des jeunes.
Projet validé par l'Assemblée en 2010, dans les écoles et les collèges durant toute activité d'enseignement et dans les lieux prévus par le règlement intérieur, l'utilisation d'un téléphone mobile par un élève est interdite. Alors ça y est, fin de l'histoire ? Pas vraiment. On est maintenant en 2017. Ce que nous voulons, c'est que ça vaille pour l'ensemble de l'établissement. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas rare de voir une cour de récréation où les élèves ne jouent plus à chat ou au football, mais sont en train de regarder leur smartphone. Je pense que d'un point de vue pédagogique ou éducatif, c'est un problème. Vous l'avez reconnu, oui, c'est notre invité Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation nationale. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, fini les portables à l'école, mais vraiment fini. La loi de 2010 les interdisait pendant les cours, mais pas dans la cour. La loi est donc étendue en juillet 2018 et mise en application dès la rentrée 2018. Alors là, ça y est, plus de portables ? Eh ben, c'est pas si simple, comme dans ce collège de Seine-et-Marne. À l'heure de la récréation, le téléphone est encore dans certaines mains. Rien n'a changé, car ici, selon la principale, l'utilisation du portable apaise les tensions. Le fait qu'ils aient droit pendant la récréation commettait moins d'infractions à l'intérieur de l'établissement et ça nous apaisait un peu le climat scolaire en récréation. Oui, parce que la loi laisse aux établissements des marges de manœuvre. L'utilisation d'un téléphone mobile est interdite dans les collèges, à l'exception des lieux dans lesquels le règlement intérieur l'autorise expressément. En gros, les établissements font ce qu'ils veulent. Retour à aujourd'hui. Depuis cette rentrée 2024, le gouvernement expérimente donc dans 200 collèges la pause numérique totale. Le concept est simple, les 50 000 élèves concernés doivent déposer leur téléphone le matin dans des casiers à l'entrée de l'établissement et le récupérer en fin de journée. Il ne s'agit plus maintenant de lutter contre les ondes, mais contre l'exposition aux écrans, les violences en ligne et le cyberharcèlement. Un test grandeur nature avant une éventuelle généralisation dès 2025. Alors bonne ou mauvaise idée, projet réaliste ou coup de com', le gouvernement va-t-il enfin réussir à bannir les portables de l'école ? On en parle avec vous, Jean-Michel Blanquer. Alors déjà, Jean-Michel Blanquer, pour commencer, il vous inspire quoi ce récit qu'on vient d'entendre ? Eh bien, il est typique des réactions du pouvoir politique et administratif face à un nouveau phénomène technologique. On a ce sujet à chaque fois qu'une nouveauté émerge, et donc il y a un temps de réaction, il y a des hésitations liées aux différents paramètres, par exemple la santé, comme on l'a vu. Et donc c'est assez classique finalement ce que l'on voit là. Après, sur le passage qui me concerne, j'ai une réaction, c'est-à-dire que malgré tout, avec la loi de 2018, c'est quand même l'interdiction du téléphone portable dans les collèges qui s'est réalisée. L'exemple que l'on a est plus l'exception que la règle. Il y avait, je crois, très peu de collèges qui ont autorisé le téléphone portable dans les cours. Et s'il y avait cette faculté était laissée, c'était pour laisser un tout petit peu de souplesse. Mais ce qui est vrai, et de ce point de vue-là, je trouve que l'expérimentation actuelle est un progrès, c'est qu'on n'avait pas obligé à avoir des casiers pour laisser le téléphone portable en rentrant. Oui, parce que, alors ce que je lisais en préparant cet épisode, selon les études du rapport PISA, donc le rapport PISA, c'est le programme international pour le suivi des acquis des élèves, c'est fait par l'OCDE. Ce rapport, en 2022, disait 1 élève sur 3 déclarait utiliser son smartphone plusieurs fois par jour à l'école, alors que c'était interdit, en 2022. Donc j'ai l'impression que finalement, la loi de 2018, même si elle était appliquée volontairement par les établissements, par les élèves, c'était pas trop appliqué. 1 sur 3, ça laisse 2 sur 3 qui ont bénéficié de la loi, si je puis dire. Moi, j'ai visité beaucoup de collèges où, justement, on m'avait parlé de l'apaisement qui résultait de cette interdiction du téléphone portable. Après, c'est les adultes qui sont là, qui sont aussi en responsabilité de faire respecter les choses. Et puis, il y a usage et usage. C'est-à-dire, si un élève sur 3, de temps en temps, a sorti en cachette son téléphone portable, c'est pas tout à fait la même chose que la situation précédente où vous aviez littéralement un usage assez débridé. Donc, ça a réellement constitué une étape. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y avait des trous dans la raquette, et donc c'est une très bonne chose maintenant de veiller à ce qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette. Je reviens juste sur ce délai, 25 ans effectivement, parce que les premières archives remontent à l'an 2000, 25 ans, presque 25 ans qu'on essaye d'encadrer le phénomène. Pour vous, ce temps long, il est normal ? Ça aurait pu être plus rapide. Pour ma part, j'aurais sans doute été partisan d'y arriver plus tôt, mais en même temps, si on prend du recul sur ce genre de choses, il y a toujours un temps de réaction, et puis vous avez des résistances à ça. C'est pas comme si c'était une mesure de bon sens qui aurait mis du temps à être prise parce qu'il y aurait une forme de paresse intellectuelle des pouvoirs publics. Il y a évidemment des arguments pour et des arguments contre, et je peux vous dire que quand on a fait cette loi de 2018, elle a été populaire par certains côtés dans l'opinion, mais par d'autres côtés, il y avait de très fortes
résistance. Il y avait des milieux qui me disaient que c'était une mesure anti-pédagogique parce que, par exemple, le téléphone était utile dans certaines circonstances en cours. Ça a été dit très fortement quand on a pris cette mesure. De la même façon, chez les élèves, c'était pas une mesure populaire. Je me souviens d'un élève qui m'a dit, quand je visitais un collège pour, justement, dans la lignée de cette loi, voir si elle s'appliquait bien, il m'a dit « Monsieur, vous avez gâché ma vie ». Et donc, ça m'a évidemment fait sourire à l'époque. Mais c'est pour dire que, voilà, ça n'était pas un lit de pétales de rose que de prendre cette mesure. Et c'est assez normal, finalement, de procéder par étapes. C'est pour ça que je trouve assez naturel qu'on soit passé à cette interdiction légale au collège et que maintenant, il y ait des mesures supplémentaires qui sont d'ordre matériel pour s'assurer que, qu'il y ait pas, encore une fois, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Mais c'était bien de faire la raquette, d'abord, et puis maintenant de s'assurer qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Alors, dans le temps de l'actu, j'aime bien faire un focus sur les arguments pour et les arguments contre. Interdire strictement les portables dans l'enceinte dans l'école. On va déjà commencer par les arguments pour. Quels sont-ils ? C'est favoriser la concentration des élèves, vraiment. C'est-à-dire, ça nous renvoie déjà au sujet plus général, qui est les impacts négatifs de l'addiction aux écrans pour nos enfants et adolescents. Et donc, cet impact, il est déjà considérable en dehors de la vie scolaire. L'école, le collège, c'est un moment, je dirais, sanctuarisé, un moment où il doit y avoir un certain calme, une certaine concentration, où on doit apprendre, et il est bon que les élèves soient extraits de ce qui les occupe déjà pas mal en dehors de l'école. Donc, vraiment, l'argument central, c'est celui-là. J'aimerais qu'on écoute justement sur l'addiction aux écrans. C'est un élément qui préoccupe de plus en plus de parents et de psy. J'aimerais qu'on écoute ce pédopsychologue. C'était en 2022. Quand on est connecté très tôt, eh bien on continue à augmenter son temps de connexion et donc c'est l'escalade puisque après il va être très difficile pour les enfants de se détacher de ces écrans parce qu'il y a une forme d'habituation et ils vont rentrer ces usages numériques dans leurs usages du quotidien. On voit bien là quelque chose que tout un chacun peut constater. C'est un problème de civilisation. Hein. Il y a plusieurs choses qui nous ont fait basculer d'une civilisation à l'autre ces dernières décennies. Celui-ci en fait partie. C'est-à-dire ça se voit dans la rue, ça a un impact sur la sociabilité des gens, et c'est déjà vrai des adultes. C'est encore plus vrai des enfants et des adolescents. Donc, moi, je crois qu'on doit vraiment réussir à extraire les enfants de cette addiction si on veut une société où on se parle, une société où on réfléchit. Donc la concentration à l'école, je l'ai bien noté. J'aime bien citer ce rapport PISA. Je ne veux pas donner trop de chiffres, mais je trouve que c'est intéressant, effectivement, parce qu'ils illustrent bien le phénomène. 58% des élèves en France déclarent avoir été déjà distraits par l'utilisation d'appareils numériques en classe. Premier argument, donc, favoriser la concentration. Deuxième argument, essayer de limiter l'addiction aux écrans. Toujours selon ce rapport PISA, 43% des élèves français assurent se sentir nerveux ou anxieux quand ils sont loin de leur smartphone. C'est, je trouve, assez énorme. Il y a aussi des arguments contre l'interdiction stricte des portables à l'école. Vous les avez cités, portés par des profs et des syndicats de profs. Écoutez ce reportage, c'était en 2018, après la mise en place justement de votre réforme. Ici, dans ce collège du Bas-Rhin, le téléphone est interdit dans les couloirs, mais autorisé dans les salles de classe pour certains exercices. Une utilisation assumée par cette enseignante. Selon elle, le portable peut être un outil utile. Quand ils seront salariés, ils l'auront. Et donc, il faut qu'ils apprennent à gérer cet outil. Il est intéressant, je trouve, cet argument. C'est vrai que notre smartphone, dans notre vie professionnelle, on est beaucoup en France à l'utiliser au quotidien. L'école n'est pas faite pour reproduire ce qui se passe dans la vie adulte et notamment dans la vie professionnelle. Donc, je crois qu'il faut assumer que l'école est un lieu à part. Donc, l'école n'a pas à reproduire ce qu'il y a autour. Elle a à préparer l'enfant à avoir les outils dans ce monde autour, mais elle n'a pas à imiter ce monde autour. C'est pas la même chose. Autrement dit, un enfant, vous allez lui apprendre à... C'est pas parce qu'on se bat, par exemple, dans le monde autour qu'il faut lui apprendre à se battre toute la journée. En revanche, il faut lui donner les outils pour faire face à ce type de situation. S'agissant du téléphone portable, bien sûr, on peut imaginer des exceptions pédagogiques. C'est pas du tout absurde. Il y a, par exemple, des logiciels en calcul mental ou en langue, par exemple, qui peuvent être très utiles. Mais la loi que nous avions prise permettait ces éventuels usages. Donc à l'époque, c'était surtout un argument pour contester la loi. Je pense qu'il y avait beaucoup de politique derrière ça, plus que de véritable réalité pédagogique. Parmi les arguments contre l'interdiction totale des téléphones à l'école placés dans les casiers,
il y a aussi l'argument financier. Ça va coûter de l'argent d'installer des casiers dédiés à cet effet dans tous les collèges. Pour un collège moyen de 450 élèves, la facture se situerait dans une fourchette de 10 000 à 18 000 euros TTC, selon l'Association des départements de France. 125 millions d'euros au total si on le fait dans tous les collèges de France. Vous en pensez quoi ? Est-ce que cet argument financier, il s'entend ? Oui, et c'est d'ailleurs ce que je vous disais tout à l'heure. Quand je vous disais, on ne pouvait pas faire tout de suite, précisément parce qu'on me sortait ce type d'argument. Donc, il était nécessaire de préparer les esprits et les budgets, si je puis dire. Ce seront les départements qui devront payer la facture, c'est ça ? C'est les départements qui sont compétents pour tout ce qui est matériel dans les collèges. Donc, les casiers, même il existe aujourd'hui des casiers dans de nombreux établissements pour mettre ses affaires, c'est un investissement de l'établissement. Alors évidemment, c'est un investissement quand même assez raisonnable quand on pense aux autres dépenses qu'il faut faire sur le plan matériel dans les établissements scolaires. Je me rends pas compte. Non, c'est sûr que quand on agrège les chiffres, on arrive à, là, par exemple, ce chiffre de 125 millions d'euros, qui me paraît d'ailleurs assez élevé, à mon avis, c'est moins. Mais en tout cas, c'est parce qu'on additionne tout. Mais à l'échelle d'un collège, acheter quelques casiers, ce n'est pas non plus une somme considérable. Donc, j'ai jamais considéré que c'était un argument à écarter complètement, mais c'est pas non plus un argument absolu. Et surtout, avec le temps qui passe, on doit pouvoir faire cet investissement dont l'impact est ensuite considérable parce que ça change réellement la vie quotidienne du collégien. J'aimerais qu'on parle de cyberharcèlement. Donc c'est l'un des arguments massus pour l'interdiction stricte des portables à l'école. Le sujet n'est pas nouveau, mais le phénomène a pris beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux. J'aimerais qu'on écoute cette victime, c'était en 2019. Un voyage scolaire en fait, où tout simplement dans le bus, je dormais et je ronflais. Et ça a été lieu à des vidéos qui ont tourné sur les réseaux sociaux. Chaque jour, je recevais du coup après dans ce nouvel établissement des photomontages où on me voyait avec une tête de cochon. Et en fait, je recevais des dizaines d'insultes à la suite de différentes personnes de ma classe ou d'autres. Avec les réseaux sociaux, c'est constamment, il n'y a plus de limite, donc même à la maison, même à Noël, même aux anniversaires. Et oui, j'ai eu du coup des idées pas très belles. Jean-Michel Blanquer, des témoignages comme celui de ce jeune homme, il y en a à l'appel depuis des années. Selon l'association e-enfance, un quart des collégiens a subi du cyberharcèlement en 2023. Et ce qu'il dit, ce témoignage, on le sait, c'est que le harcèlement, il ne s'arrête pas aux portes du collège. Est-ce que plutôt que d'interdire les téléphones dans les écoles et les collèges, il ne faut pas en vérité aller plus loin et carrément interdire les réseaux sociaux aux mineurs tout le temps ? Alors d'abord, ce qui est sûr, c'est que tout fait système. Et que quand on a interdit le téléphone portable au collège, on avait aussi bien sûr à l'esprit la question de la lutte contre le cyberharcèlement. Ce n'est pas l'arme absolue d'interdire le portable pour lutter contre le cyberharcèlement, mais c'est quand même non négligeable. Et donc, ça fait partie des leviers que nous avons utilisés. Et comme vous le savez, il y a eu un plan anti-harcèlement qui, là aussi, met forcément du temps à se déployer, puisqu'il passe par la formation des adultes, la formation des élèves, la création d'ambassadeurs anti-harcèlement. On a d'ailleurs eu de premières petites victoires contre le harcèlement, au sens où les statistiques, y compris PISA d'ailleurs, ont montré un petit recul du harcèlement. En revanche, on n'a pas eu de victoire sur le cyberharcèlement, parce que les mesures qu'on a prises, certes, peuvent le faire reculer, mais vu que le phénomène a une croissance exponentielle, ça n'a pas été suffisant un pour enfant endiguer. sur quatre. Exactement. Hein. Et évidemment, ça dépasse l'enceinte du collège, et ça nous renvoie donc au genre d'idée que vous venez de formuler, c'est-à-dire, ne faut-il pas interdire les réseaux sociaux aux mineurs ? Pour ma part, spontanément, je suis assez favorable à ça. Je pense que je parlais de bascule civilisationnelle tout à l'heure en parlant du téléphone portable au sens où ça crée une addiction aux écrans, mais une deuxième bascule civilisationnelle qui va avec, c'est celle des réseaux sociaux. On s'est habitué à des choses folles, y compris pour les adultes, c'est-à-dire le fait, par exemple, de pouvoir insulter autrui sous couvert d'anonymat. C'est des choses, si vous voulez, qui étaient totalement inimaginables avant Internet. Qu'est-ce qu'on s'imaginait allant dans une rue, frappant à chaque porte, et crier sur quelqu'un en l'insultant, en l'injuriant, en le diffamant devant tout le monde, et puis de partir en toute impunité? Non, c'est des choses qui étaient évidemment interdites par la loi. Et donc aujourd'hui, mutatis mutandis, si vous voulez, on doit avoir vis-à-vis des réseaux sociaux, sans être liberticide, une vigilance pour la protection des libertés, et notamment la protection des plus vulnérables. Donc ça commence par celle des enfants. Alors ce qui est très compliqué, c'est que c'est comme les bonbons, si vous voulez. C'est-à-dire, il y a un plaisir à aller sur les réseaux sociaux, il y a une addiction, et donc c'est assez difficile à imaginer d'aller directement vers une interdiction pure et simple
des réseaux sociaux pour les mineurs. Mais je pense qu'on doit pouvoir prendre des mesures progressives. Elles existent déjà d'ailleurs. Vous avez lesquelles ? Vous devez pour aller dans un réseau social, normalement, vous devez avoir plus de 13 ans. Et c'est évidemment quelque chose que les réseaux sociaux ne font pas respecter. Ouais. Et donc, on a là un énorme sujet. Parce qu'il est international, il nous renvoie à la responsabilité des GAFAM, etc., qui est de faire respecter déjà un certain nombre de règles existantes de la part des GAFAM. Par exemple, la capacité à modérer, à bloquer. Mais je pense qu'il faut maintenant passer au stade supérieur. Ça dépend beaucoup des États-Unis d'ailleurs, puisque c'est eux qui hébergent l'essentiel des acteurs, pour arriver, dans les temps à venir, à ce qu'il y ait une plus grande régulation. Alors, est-ce que ça se passe par une interdiction des réseaux sociaux en dessous d'un certain âge, par exemple en dessous de 15 ans ? C'est ce que propose Emmanuel Macron, je crois. Oui, et moi je suis assez favorable à cette idée. Mais deuxièmement, pour que ce soit une réalité, pour que ça rentre dans une effectivité, il faut évidemment créer de la responsabilisation des GAFAM. Donc moi je suis très favorable à ce qu'il y ait des amendes sévères pour tout ce qui est irrespect de ces règles par les GAFAM. Il y a un sujet corrélatif qui est très grave en réalité, qui est celui de la pornographie. Au travers d'Internet, les jeunes, y compris dès l'école primaire, sont confrontés à des images pornographiques. Ça peut aller jusqu'à un enfant sur 2. C'est catastrophique du point de vue psychique, du point de vue de l'avenir de chacun de ces enfants et de l'idée qu'ils se font de la sexualité, des rapports entre les hommes et les femmes, etc. Et finalement, nous restons très passifs par rapport à tout cela. Là, par exemple, une règle simple serait de devoir montrer sa carte de crédit pour les sites pornographiques. Et pour les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, au-delà Parce que ça de semble impossible, en fait. Alors déjà, il y a la question, est-ce qu'on peut le faire juridiquement ? Juridiquement, on peut, mais il y aurait des recours, évidemment, mais qui, je pense, permettraient quand même de le faire. Mais c'est vrai qu'évidemment, on est tout de suite sur les sujets de liberté d'expression, de liberté de conscience, etc. Et donc, c'est des sujets sur lesquels, à juste titre, la jurisprudence est protectrice de la liberté d'expression. Mais néanmoins, la jurisprudence sur la liberté d'expression, que ce soit en France ou ailleurs, elle prévoit aussi des limitations, notamment dans l'intérêt de la protection de l'enfance. Ouais. Donc, de telles lois pourraient passer. Mais le sujet est moins le frein juridique, même s'il existe, que l'application. Au-delà des frontières nationales. Et là, les leviers, c'est des amendes ? C'est les amendes, effectivement, et ça suppose quand même une entente, notamment à l'échelle de l'Union européenne et avec les États-Unis, mais pas seulement, ça pourrait aller au-delà, avec justement des organismes comme l'OCDE et l'UNESCO impliqués, pour que, il y ait finalement une vision commune, se traduisant par des législations communes, se traduisant par une responsabilisation des GAFAM en particulier, avec des sanctions très sévères lorsque les règles ne sont pas respectées. J'ai vu en tout cas que l'Australie se positionnait et voulait effectivement interdire l'usage des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans ou de moins de 14 ans. Ils ne savent pas encore, mais en tout cas, le sujet avance. Les réseaux sociaux interdits aux mineurs, c'est pas pour aujourd'hui. Par contre, les téléphones portables bannis dans les collèges, c'est peut-être pour dès 2025. En tout cas, le test est en place. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été dans le temps de l'actu. Alors, est-ce qu'il faut bannir définitivement les portables à l'école ? Si on résume, les arguments pour une meilleure concentration. La lutte contre le cyberharcèlement, c'est les deux principaux arguments, sachant que derrière l'expression meilleure concentration, il y a 1000 choses. Il y a par exemple la sociabilité accrue des élèves, l'activité physique. Il y a un enjeu de santé publique derrière ça. Nos enfants bougent beaucoup moins que les générations précédentes. Dès qu'on tire le fil de cette pelote, il y a énormément de choses qui viennent avec. C'est une vie plus saine, tout simplement, qu'une vie où l'enfant est peu ou pas devant des écrans. Il y a aussi l'addiction aux écrans comme un argument pour très fort. Et puis les arguments contre, on les a entendus. Le smartphone est un outil qui, de facto, est et sera au centre de notre quotidien. Et puis ça coûte cher aussi de l'interdire strictement à l'école, ce téléphone. Et puis, est-ce qu'il permet aussi vraiment de lutter contre le cyberharcèlement ? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin et carrément interdire les réseaux sociaux aux mineurs ? Le débat, je suis sûr, reviendra rapidement. On a maintenant, en tout cas, les cartes. Vous avez les cartes en main, j'espère, pour vous faire votre propre avis sur la question. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'Université Panthéon-Assas. Salut et à la semaine prochaine.